Bonsoir à tous et bienvenue dans un C'est du Belge éclectique ce soir. Bonsoir Gérald. Bonsoir Barbara, bonsoir à tous. Effectivement, ce soir, nous retrouverons une chanteuse à la voix d'or qui a de solides attaches en Belgique et qui a eu l'excellente idée de rendre un vibrant hommage à une grande dame de la chanson américaine. Nous rencontrerons aussi un collectionneur hors du commun puisqu'il collectionne le plastique, mais attention, pas n'importe lequel. Mais tout de suite, plongeons-nous dans l'histoire avec un grand H. C'était la nuit du 14 au 15 avril 1912. Voici donc presque exactement un siècle, le Titanic coulait. Parmi ses victimes, il y avait un Belge, Georges Crins. Gérald de Coster a retrouvé Éric, son petit-neveu, l'occasion pour lui de partir sur les traces de son aïeul, mais aussi d'évoquer le souvenir du Titanic, ce paquebot devenu mythique, mais aussi synonyme d'une tragédie qui a inspiré de nombreux films. Mercredi 10 avril 1912, sud de l'Angleterre, port de Southampton. Le plus somptueux et moderne transatlantique jamais construit entreprend sa traversée inaugurale. Il va rallier New York. Le Titanic est réputé insubmersible. La salle de la Philharmonique du Conservatoire Royal de Liège n'est pas un lieu innocent pour rencontrer Philippe Delaunoy, un passionné du Titanic. Il y a le mythe qui entretient l'histoire. Il y a l'aspect tragédie humaine, il y a l'aspect... c'est un microcosme de la société de l'époque, donc quelque chose qu'on n'a pas connu, qu'on ne connaîtra plus. Peu à peu, Philippe constitue aussi une collection consacrée au Titanic et à la White Star Line. Un bateau de rêve, une pièce exceptionnelle sur de nombreux points de vue. Les aspects techniques, c'était une machinerie complexe. Il y a tout l'aspect navigation qui interpelle également. Qu'est-ce qui s'est passé, à quel moment, quelles ont été les conséquences de certains actes. Il y a tout l'aspect social, évidemment. C'est une époque révolue qu'on ne connaît plus actuellement. Les différentes classes, l'impact que ça a eu au niveau du naufrage, mais également dans les relations équipage-passager, etc. C'est un peu une histoire sans fin. On redécouvre constamment de nouvelles choses qu'on peut explorer à l'infini, je dirais. Le Titanic était d'un luxe inégalé. Des premières aux troisièmes classes, tout le monde y trouvait son compte sans pour autant trop se mélanger. « 14 avril, 23h40, le Titanic heurte un iceberg. Il faudra moins de 3 heures pour que disparaisse le paquebot. Plus de 1500 victimes, dont une vingtaine de Belges. Georges Crins avait 23 ans. Il était violoniste dans l'orchestre. Georges Crins, il a fait ses études entre 1902 et 1908 ici au Conservatoire de Liège. Et c'est vrai donc il termine ses études aussi avec un premier prix de violon. Et sa carrière par la suite montre que il a toujours été au top. Il a joué au Ritz de Londres, il a joué à Paris. Et puis donc il a été recruté auprès de la Black Talent Agency qui avait une réputation assez dure et qui donc recherchait de vrais talents. Nous avons retrouvé l'un des petits-neveux de Georges Crins, Éric. Régisseur d'orchestre, il vit en région parisienne. Nous l'avons fait venir en famille en Belgique pour découvrir le passé de son grand-oncle. Après le Conservatoire de Liège, direction Spa, où vécut et travailla Georges. Il y a une énorme chape de plomb sur cet oncle, ou grand-oncle. J'imagine le choc pour mes grands-parents et arrière-grands-parents. Et du coup, pour la génération suivante, mon père, qui portait le même nom que cet oncle décédé, donc Georges, a fait que, alors qu'on a de la famille du côté de ma maman à 90 km d'ici, on ne soit jamais venu à Spa et à Liège. Ça, c'est la chape. Mais grâce à cette petite visite, j'espère qu'on va soulever la chape. Pour guider la petite famille, Marc Joseph, un amoureux de Spa dont il collectionne les cartes postales. Place Royale, la famille Crins habitait ce qui est aujourd'hui l'hôtel Cardinal.
Le prénom du violoniste du Titanic a eu tendance à se transmettre chez les Crins. Éric s'appelle aussi Georges. Moi, j'ai préféré que mes enfants ne portent pas ce prénom-là parce que j'avais aussi besoin de me lâcher d'un certain nombre de fardeaux, si on peut appeler ça comme ça, petit sac à dos. Mais ça pourrait être aussi très joyeux de porter ce prénom peut-être dans 1 ou 2 générations. J'ai commencé à prendre conscience de tout le poids de ce prénom lorsque nous avons eu des enfants et que s'est posé la question de continuer à transmettre ou d'arrêter de transmettre ce prénom Georges qui était associé au même nom de famille parce qu'il est également transmis à d'autres personnes qui ne portent pas le même nom de famille dans cette large famille. C'est pas le même poids. Donc nous, on a décidé d'arrêter de transmettre le prénom Georges parce qu'il était associé au nom de famille Crins, de façon à ce que cette personne qui était morte tragiquement puisse être enfin tranquille, terminer son histoire et pas être pris indéfiniment. Ici, à peu près à ce niveau aussi, là, on avait à côté du parc le kiosque qu'on voit ici, où Georges aurait très bien pu venir jouer avec l'orchestre du casino de Spa. La Grande Harmonie jouait régulièrement dans les salles et salons du Cursal et du casino. Voilà une carte postale du salon bleu ici, avec des tables de jeu et une décoration un petit peu différente vu que le casino a brûlé à plusieurs reprises. La salle à manger, le casino de Spa. Et alors, pour terminer, la grande salle, telle qu'on pouvait la voir au début du XXe siècle, qui recevait tout ce qui était concerts et spectacles. Ainsi, en extérieur ou à l'intérieur, l'ensemble musical donnait plusieurs spectacles quotidiens pour le plaisir des curistes. Donc le théâtre ici est toujours en activité, on y donne toujours des pièces de théâtre, également des concerts pour les francopholies. Et ici, Georges a peut-être pu jouer également avec la symphonie du casino. Au cours de l'évacuation du Titanic, le dernier morceau joué par les musiciens serait Songe d'automne d'Archibald Joyce. Le chef d'orchestre ayant ensuite remercié ses collègues, il aurait entamé le cantique « Plus près de toi mon Dieu ». Ses confrères l'auraient alors rejoint, sachant que leur destin était scellé. La mort est une douleur, mais dans ce cas de figure, au milieu de l'Atlantique, dans une eau à moins 1 degré, je pense qu'il y a mieux, quoi, pour finir sa vie, surtout à 23 ans. Aucun des musiciens ne survivra au naufrage. Le corps de Georges Crins n'a jamais été retrouvé. Pourtant, le cimetière de Spa garde un souvenir de lui. Ça vous fait quoi de vous retrouver devant cette pierre? Bon, voilà, c'est un petit moment quand même, voilà, ça prend un petit peu aux tripes, même un peu beaucoup. Ça fait mal, ça rend un peu triste. Vous pensez qu'en sortant d'ici, vous allez pouvoir fermer l'histoire, le livre? Non, au contraire, l'ouvrir, pour savoir ce qu'il y a dedans. Parce qu'il a été tellement longtemps fermé que là, j'ai envie de le dépoussiérer. Et de revenir, et d'expliquer, d'essayer de comprendre qui quoi, quand, où, voilà. Là, non, c'est plutôt un dépoussiérage qu'on a envie de faire. De plus comprendre et justement lever, c'est voilà, une bonne respiration pour la famille, pour les 4 qui sont là. Et nous continuons avec un hommage, mais plus joyeux et plus festif. Celui-ci, vous vous souvenez sans doute d'une chanteuse à la voix inimitable, Victor Laszlo. Eh bien, elle revient sur le devant de la scène, et ce, pour notre plus grand plaisir. En enregistrant un nouveau CD, Victor Laszlo a décidé de rendre hommage à l'une des plus grandes voix du XXe siècle, une voix d'or, Billie Holiday. Cette du Belge a suivi Victor Laszlo durant ses enregistrements dans les studios de Dan Laxman à Bruxelles. Au fin fond d'une petite rue de Laken se cache un haut lieu de la musique Made in Belgium. C'est en studio ? Oui, RTBF, c'est du belge. Bonjour, bienvenue au studio Sing Sound. Suivez-moi, je vais vous faire visiter les installations. Ce sympathique garçon s'appelle Dan Laxman. Son visage vous dit certainement quelque chose, non ? Voilà, nous sommes ici dans une ancienne brasserie
C'est peut-être la partie la plus glamour du studio. Donc c'est une salle que nous avons transformée tout en gardant le caractère original. On a eu l'honneur d'avoir ici Francis Cabrel, Pascal Obispo, Marc Knopfler, Raphaël, sans oublier les Belges Overphonic, évidemment. Donc c'est une salle dans laquelle nous faisons des showcases, donc ce sont des petits concerts privés pour les maisons de disques, les journalistes, pour le lancement d'un nouvel album, des choses comme ça. Ici nous sommes dans la partie synthétiseur du studio, donc j'ai réuni les instruments qui m'ont accompagné depuis Telex mais que j'utilise encore fréquemment, entre autres pour mon nouvel album qui va sortir bientôt. Petit flashback. J'ai travaillé pour Marc Moulin pour un de ses albums, de son groupe qui s'appelait Placebo, et un jour il m'a demandé « Tiens Dan, qu'est-ce que ça te dirait de faire un groupe électronique ensemble ?» Moi je dis « Ah oui, super quoi. » Ça fait partie de l'ambiance de Saint-Tropez. Une reprise de Twist à Saint-Tropez. Et ça a pas mal marché, donc ce qui nous a justement tout de suite poussé à faire un album dans lequel il y avait Moscow Disco qui a marché encore mieux que Twist à Saint-Tropez, qui est peut-être notre plus grand succès. Eurovision. Le couac dans la carrière de Telex a peut-être été leur participation à l'Eurovision en 1980. Est-ce qu'on peut dire que cette participation prix Eurovision est un grand tournant dans votre carrière? Ah oui, c'était un désastre. On n'a pas été dernier, on a été avant-dernier. C'était aussi un peu dérisoire, mais bon, donc oui, avec le recul, moi je regrette pas. En tout cas, c'était une aventure comme une autre. Nous sommes bien tombés. Il y avait ce jour-là une autre célébrité chez Synsound. Eh bien voilà, je vous présente Victor Laszlo et Canel, mon assistante. Nous sommes en train de mixer le DVD du spectacle de Victor, en fait. Spectacle avec les chansons de Billie Holiday. Victor Laszlo. Curieux nom pour une si jolie femme. Elle tire ce pseudonyme du film Casablanca, plus précisément du nom du personnage incarné par Paul Enred, à gauche sur la photo. La carrière de Sonia Brognier, alias Victor Laszlo, a débuté en 1985 en Belgique avec l'album She, lequel incluait le fameux Canoë Rose, son plus grand succès en France. On suivit 9 autres albums parmi lesquels Club Désert, Hot and Soul, Verso, Begin the Begin, avec des tubes comme Cry Me a River, Sweet Soft and Lazy ou encore Breathless, son grand hit à l'étranger. Entre-temps, elle est devenue comédienne pour le cinéma et la télévision, mais est restée bien fidèle à sa passion, la musique. Par contre, il y a ce regard. Et cette fois pour un spectacle où Victor reprend les standards de Billie Holiday. J'ai failli ne pas le faire, ce spectacle, parce que je me dis, on m'attend au tournant, on va m'assassiner. Comment osais-je m'attaquer au répertoire de Billie Holiday? Reprise du spectacle en Belgique dès janvier 2013, qu'on se le dise. Georgia, Georgia, a song of you. Et puis je me suis dit, non, il y a une justification, il y a une légitimité à tout ça. Et je n'ai pas l'intention d'essayer de l'imiter. And it leaves me in a pickle. I'm telling you guys, ain't nobody's business if I do. C'est un spectacle qui appelle quelquefois, qui pose des questions et qui appelle des réponses qui sont celles que Billie Holiday donnait à ces questions à l'époque. If I get beat up by my papa, no, ain't nobody's business. Ain't nobody's business. Il y avait la ségrégation à l'époque. Billie Holiday, toute star qu'elle était, aimée du monde entier à l'époque, elle ne pouvait pas entrer dans un hôtel
autrement que par la porte de service. Et elle montait les étages dans les élévateurs de service. Just an old sweet song keeps Georgia on my mind. C'est un projet qui a été bien travaillé, mais le CD, j'ai trouvé la production, 3 semaines avant de monter sur scène. Donc on l'a fait dans la foulée grâce à Dan Laxman qui s'est débrouillé pour être libre, pour rendre ça possible. And so all else above, I'm dreaming of the man I love. Encore une petite fois du début, avec le sax dans l'intro. Ah, je me disais bien qu'il manquait un truc. Ben oui. Va pour le sax. Ok. Someday he'll come along, the man I love, and he'll be big and strong, the man I love. J'ai voulu travailler avec Dan parce que j'avais un souvenir très, très familial des enregistrements ici, du travail qu'on avait déjà fait aussi il y a des années de ça. Ben oui. C'est un homme joyeux, c'est un homme placide aussi. C'est un homme placide. Donc vous arrivez, vous avez beau être énervé, de mauvais poil, fatigué et tout. Lui, il est toujours d'humeur égale. Et voilà, puisque nous sommes dans l'émission C'est du belge, je voulais montrer que depuis très longtemps, dans mes patchs, je prends toujours les couleurs du drapeau belge. Ouais, je suis une nationalité française, je suis désolée. Mais c'est quand même du belge. Superbe voix que celle de Victor Laszlo, c'est du belge continue. On se retrouve juste après la pub. Et maintenant, Barbara, nous allons voir de courts extraits de films mythiques et nous allons devoir les reconnaître. C'est vous qui commencez, on y va. Volontiers, j'y vais. Je suis prête, attention, le buzzer. Ah, j'ai reconnu Jane Fonda dans Barbarella, petite tenue inimitable et difficilement portable aujourd'hui. Là, on reconnaît Woody Allen. Alors, là, il faut voir un petit peu plus. Casino Royale. Ah oui, Woody Allen, exactement. C'est très joli piano. Et puis là, évidemment, le mythique Orange Mécanique de Stanley Kubrick. Bon, 3 chefs-d'œuvre, Barbara, du cinéma. Quel est le point commun entre ces 3 chefs-d'œuvre? Je dirais que ça sent bon les années 70. Mais encore. Et puis, il y a beaucoup de plastique. Voilà, le plastique. Alors, pourquoi le plastique dans C'est du belge, me direz-vous? Eh bien, parce que nous avons à Bruxelles, dans le centre-ville, l'une des plus grandes collections de plastique au monde, que l'on peut visiter d'ailleurs. C'est l'histoire d'un homme et de sa passion. Philippe Decelles est belge, il est artiste et il fut distingué au concours de la jeune peinture belge en 1971. Et depuis, il s'est pris de passion pour une matière un peu originale, le plastique. Une matière très en vogue dans les 60s et les 70s, souvenez-vous, l'orange, le jaune, le rouge vif, des couleurs flash. Nous avons tous un peu grandi dans cet univers, enfin, les gens de notre génération. En tout cas, je vous emmène faire un petit saut dans le temps. Caché dans le centre-ville de Bruxelles, découvrons ensemble le repère d'une matière un peu oubliée. Bonjour Philippe. Ravi Gérald de vous accueillir au Plasticarium et à mes ateliers. Fameux Plasticarium, effectivement. Un jour, lors d'une grande poubelle au sud de Bruxelles, j'ai trouvé une chaise de Joe Colombo, qui est un des grands créateurs italiens de cette époque. Et je me suis dit, on a fait déjà cette bêtise à la période Art Nouveau, et maintenant on jette les créateurs des années 60. Il est temps de sauver cette mémoire, et c'est ce que je vous propose de découvrir. Voilà, on va rentrer dans la zone des plastiques dits rationnels, c'est-à-dire la production de masse, faite par les usines italiennes. Et ici, ça se voulait une grande chambre utopique où tous les objets sont en plastique, même l'œuvre d'art qui s'appelle La Parisienne, qui rappelle furieusement Brigitte Bardot, et qui est faite par Evelyne Axel, dont l'autoportrait se trouve de l'autre côté, de nouveau dans un salon utopique tout en plastique. Le plat Zakouski, amuse-gueule de Lebovici, l'objet est emblématique parce qu'il me rappelle les modèles atomiques qu'on me montrait quand j'allais à l'école au cours de chimie. N'y touchez pas, c'est une œuvre d'art d'une importance capitale. On va passer devant une petite histoire de la télévision des années 60 avec les icônes de cette période, évidemment la plupart italiennes.
sempre di più e la lira cede e precipita giù, svalutation. Face à la production de masse italienne, tous les pays ont voulu montrer qu'ils avaient la même créativité et on utilise une autre matière qui est le polyester armé de fibres de verre. Alors là, on fait la totale avec le divan à 2 molaires, le fauteuil à 1 molaire. De l'autre côté, nous avons la chaise incisive pour les adultes, devant la dent de lait. Et alors, sommet de beauté, nous avons à mes pieds l'étagère gencive que je n'ai pas encore le courage d'installer. Alors, on a parlé peu de Belges jusqu'à présent, on parle d'Italiens, de Français, d'Américains. Est-ce qu'il y a des Belges dans le secteur dont on peut dire à l'époque qu'ils se sont distingués? Eh bien oui, cocorico, on a 2 pièces exceptionnelles. Ce pied, plus pop que ça, on meurt. Et le divan homme qui est là. C'est une pièce de Nicolas, qui était la femme du galériste Lanzenberg. Et il y a eu l'anecdote, évidemment, du commissaire priseur qui, au moment de la vente, a dit « Et qui va prendre son pied ?» J'ai trouvé ça rigolo. La zone de la collection qui est ici est mieux revisitée par les jeunes parce que c'est une source d'inspiration qui n'est pas encore épuisée. On va d'ailleurs, grâce à ça, rentrer dans le fun, qui est un peu toute cette production qu'on entendait au moment de Swinging London, les années Beatles à Carnaby Street. Ici, on est dans la zone des gonflables, qui est un peu une gageure puisque ce sont des choses qui étaient faites pour être directement consommables et qui ne pouvaient donc pas vivre longtemps. Et j'essaye néanmoins de montrer comme témoignage de l'époque des choses qui sont difficiles à conserver. On pourrait dire que c'est grâce donc, à cette technique que les poupées gonflables ont existé. Ça s'est inspiré sans doute par la gonflable de Niki de Saint-Phal qui est une nana. Et c'est typique du mouvement de l'époque, puisque les 2 grands mouvements artistiques, elle était le pop et le hop. Hop comme optique, pop comme populaire, avec son apologie ou sa détestation de la société de consommation. Alors Charles Quézin, vous êtes un des designers belges bien connus depuis déjà quelques années, avec devant nous ce banc, qui est le premier prototype réalisé, qu'il vous a acheté pour son musée. Alors l'histoire de ce banc, c'est au départ, il a été réalisé en papier journal, mais bien sûr c'est une série limitée. Et ensuite on l'a fait donc en polypropylène. Et celui-ci est le premier exemplaire qui en effet a été soudé par ultrasons et qui a été collé. Et ça a été fabriqué en Belgique? Oui. C'est tellement rare d'avoir une telle qualité, une telle pièce. Là, on voit un Tony Cragg, mais c'est une pièce qui date des années 80, qui en plus symboliquement représente très bien toute l'histoire et l'aventure du plastique, où il a collecté le long des plages des déchets de plastique d'une même couleur. Et en même temps, maintenant, on met tous les objets par rapport aux années 80. Mais vous avez le tri sélectif ici à Bruxelles et partout maintenant en Belgique. On a les 3 emballages. Donc il y a vraiment cette idée maintenant, on prend conscience de chaque matériau qu'on utilise. Alors Philippe, on a beaucoup parlé déjà de la collection du Plasticarium. Vous êtes ingénieur civil de formation, mais vous êtes aussi artiste, il ne faudrait pas l'oublier. Ma contribution au plastique, les plexiglas gravés qui utilisent une technique comme pour les fibres optiques d'être anisotropes, c'est-à-dire de conduire la lumière à l'intérieur de l'épaisseur du plexi. On peut, c'est le rêve de chaque peintre, travailler directement la lumière et ça fait comme un mini-néon. Mais Philippe Decelle travaille également les tubes métalliques en sculpture et s'amuse comme un petit fou à faire déraper les photocopieuses. En plus, c'est le prototype de ce qui se trouve à l'aéroport de Bruxelles National et j'ai eu la chance d'être retenu puisque c'est un artiste bruxellois sur un thème néerlandophone avec un brevet wallon. C'est donc les polders, c'est du belge. Et si vous souhaitez visiter ce fameux Plasticarium, eh bien c'est sur rendez-vous et en groupe. Eh bien voilà, chers amis, il ne nous reste plus qu'à espérer que ce musée du plastique existe un jour.
Décidément, Gérald, toujours trop court ce C'est du Belge. Oui, Barbara, mais c'est pour mieux se retrouver la semaine prochaine. À vendredi. Bon week-end à tous, au revoir. Pour jouer et peut-être remporter l'un des 10 abonnements de 3 mois à Paris Match, répondez à la question et téléphonez au 0905 56 450 ou envoyez belge suivi de la réponse 1, 2 ou 3, ainsi que vos coordonnées par SMS au 60 20. Bonne chance.